Elle est l'une des voix de la RTBF. Alexandra Vassen est programmatrice musicale et présentatrice sur les ondes de la chaîne publique où elle travaille depuis 25 ans. Elle a officié tour à tour sur Radio 21, Pure FM et maintenant sur La Première. Bonjour Alexandra Vassen. Bonjour Sabine. Alors 25 ans et pas lassée? Ah, pas du tout. Pas du tout, mais c'est pas 25 ans de la même musique en boucle, hein. C'est 25 ans de défis, c'est 25 ans d'émissions très diverses, d'émissions très variées, d'un métier qui change aussi énormément, avec beaucoup de choses à apprendre et sans cesse des choses à découvrir, donc pas du tout, vraiment pas. Pas du tout et pas du tout envie de décrocher au bout de 25 ans, de faire autre chose. Oh C'est non. vraiment, ça vous tient au corps? Oh oui, je pense que ce sera comme ça jusqu'à, je crois jusqu'à la fin, parce que ça fait vraiment partie de ma vie professionnelle, mais personnelle aussi. Je pense que oui, c'est. Et personnel, c'est-à-dire que vous vivez véritablement cette passion pour la radio à titre personnel, individuel et professionnel? Oui, parce que la musique, c'est ce qui habille toute la journée. Donc, elle habille la journée des auditeurs qui ont la gentillesse de m'écouter, si c'est le cas. Mais elle habille la mienne tout le temps, dès le matin et jusqu'au soir. Je pense que le moins bon moment de la journée, c'est quand il faut arrêter la musique. Donc, oui, non, ça m'accompagne. Alors c'est vrai, et on l'entend maintenant, je vous entends, je vous écoute, cette voix qu'on a dans l'oreille, parce qu'on l'a beaucoup entendue. Vous travaillez depuis longtemps à la RTBF, mais vous avez aussi présenté beaucoup d'émissions musicales, on y reviendra. Ça fait quoi aussi d'être à la télévision, là, comme ça, puisque vous avez l'habitude d'être derrière un micro, des écouteurs et dans un studio, un petit peu dans une ambiance intimiste? Ça change, hein, aussi. Le studio de La Première est maintenant installé presque comme un studio de télévision. Il y a aussi des lumières plus fortes pour diffuser On a introduit les en caméras, télé, hein. hein. On a introduit les caméras. On peut suivre certaines émissions en vision, enfin Est-ce via que pour Internet, vous, ça hein. a changé votre manière de faire, votre manière d'être en studio? Je sais que je me tiens, j'espère, correctement, quoi qu'il arrive. Ce qui est sûr, et par contre, ce qui n'a pas changé, c'est que je chante et que je danse pendant que les disques passent. Alors ça, qu'on me voit ou qu'on me voit pas, ça n'a pas changé. Je vais pas tout à coup faire semblant que je reste très sage pendant que la musique est C'est ça, donc il y a des diffusée. réflexes que vous avez de toute façon. Je les ai, c'est là, et puis ça fait partie du métier. Et puis quelque part, on ne regarde pas non plus quelqu'un qui fait une émission de radio si on a envie de la regarder. Cette émission de radio, ce qui est un peu bizarre, pour voir quelqu'un de stoïque qui ne fait rien. Donc voilà. Mais vous l'avez dit, il y a quelque chose de bizarre quand même. Vous n'avez pas trouvé ça, vous, étrange? Vous n'avez pas été un petit peu contrarié quand on a commencé à introduire des caméras dans les studios de télévision? Ça a commencé avec les photos, avec l'Internet. On a commencé à montrer les photos des animateurs. Donc c'était assez facile finalement Mais ça va, j'ai pas de soucis. Quand je vais au supermarché, on ne me dit pas « vous êtes la dame de la radio ». Mais par contre, quand on vous entend, il y a des gens qui vous reconnaissent à la Oui, voix? ça c'est très très étonnant, encore tout à fait récemment. Donc on ne vient pas vraiment en me disant « il me semble que je vous ai reconnu ». Parfois oui, parce que forcément l'image aussi s'est accumulée dans une dizaine d'années. Donc voilà, mais si, ça arrive même au supermarché en disant je me présente à quelqu'un, on dit « oh mais je vous avais reconnu, j'avais reconnu votre voix ». Je dis ça, c'est très très étonnant, je trouve. Enfin voilà, c'est Que les plutôt gens parviennent flatteur. même Oui. à mettre un mot dessus, parce qu'ils pourraient Oui. reconnaître sans savoir exactement ce que c'est. Mhm, Est-ce que c'est mhm, la voix? Est-ce que c'est autre chose? mhm. Oui, c'est touchant, moi, je trouve, vraiment. Alors, 25 ans, et vous parvenez toujours, enfin, vous l'avez dit, vous arrivez quand même à vous renouveler. C'est dur quand même de se renouveler au bout de 25 ans? Non, parce que c'est pas se renouveler, toutes les choses changent, les choses évoluent sans cesse, et c'est pas... On commence... Rien n'est jamais acquis, au fond, et puis la radio, il n'y a rien de plus volatile, au fond. Donc, quand une émission est terminée, elle est terminée, on n'en parle plus, c'était du vent. Donc à chaque fois, il faut réinventer la suivante. Il faut inventer la suivante, et avant qu'elle soit à l'antenne, c'est du stress, c'est voilà, des réflexions. Puis il faut la faire, il faut vraiment être très très concentré dans ce qu'on est en train de faire. Puis une fois qu'elle a été diffusée, elle a été diffusée, c'est fini, j'allais dire, c'est perdu entre guillemets. À la télévision, on peut revoir des images, on pourrait peut-être réécouter évidemment la radio en podcast, mais voilà, il y a ce côté plus léger peut-être, et donc c'est toujours nouveau. Tous les Donc jours, un c'est regard nouveau. vraiment dirigé vers l'avenir, vers demain, vers ce qu'il y a après, plutôt que vers le passé. Vous vous dites pas, à 25 ans,
Ah, il y a 25 ans. C'était mieux avant, C'était c'est mieux ça? avant. Non, 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 sûrement pas, c'était super avant et c'est vraiment, les défis sont très, très nouveaux. Depuis une dizaine d'années, la radio a terriblement changé techniquement parlant et on est vraiment passé aussi à l'ère numérique. Donc ça implique toute une série de faits et gestes et d'apprentissage ou de réapprentissage qui sont autant liés, au mode de diffusion que finalement au mode de communication. Mais tout ça fait partie d'un seul et même métier qui, comme on le dit souvent à la RTBF, c'est vraiment quelque chose qui est à 360 degrés. Je pense qu'il faut être capable de justement s'ouvrir à toute une série de choses. Mais si je veux vraiment repenser à ce que je faisais il y a 25 ans, la première émission que j'ai faite, je choisissais les disques, je les mettais moi-même sur les platines, je les envoyais avec la petite mixette, j'ouvrais mon micro. Donc, quelque part, revenir même en partie à ça aujourd'hui, c'est pas vraiment revenir en arrière, c'est aller, voilà, contre-courant. c'est le faire autrement, c'est bénéficier des technologies et essayer d'en tirer le meilleur parti pour que ça soit aussi un plus pour l'auditeur qui, on parlait du fait que la radio, c'était pas la télévision, et malgré tout, la radio devient quelque part un peu visuelle. Il y a des radios qui sont des radios vision. Voilà, c'est comme ça, c'est peut-être étonnant. Et puis il y a des radios qui sont en construction et qui vont peut-être aussi changer les choses, les radios numériques qui vont permettre d'avoir des écrans, qui vont pouvoir afficher des informations, des images, du contenu écrit. Et donc tout ça, il faut en tenir compte. Ça aussi, et donc ce sont vraiment de nouveaux défis. Il faut en tenir compte, il faut faire avec et il faut aussi peut-être même réapprendre un petit peu ou continuer à apprendre en permanence, en tout cas, le métier. On reviendra sur ces défis, mais peut-être pour faire un petit bond quand même dans le passé. Qu'est-ce qui vous a plongé dans la radio, en fait? Puisque c'est vraiment quelque chose que vous avez toujours pratiqué. Vous avez commencé très, très jeune. Vous n'avez jamais voulu arrêter, manifestement, ou peut-être que si. Non, Voilà. non, non. Comment c'est venu? Est-ce que c'est d'abord la découverte de la musique qui vous a amené à la radio? Est-ce que c'est l'inverse? Oui, oui, c'est la musique. Moi, je suis née dans une famille de musiciens. Mes grands-parents avaient un magasin d'instruments de musique. La musique, c'est tout le temps là, toute la journée. C'est l'envie de partager, en fait. C'est le fait de découvrir des choses tellement différentes de la musique classique, des grands classiques du rock, de la chanson française, d'avoir une famille assez nombreuse aussi qui écoutait des choses forcément très très différentes et d'avoir des dizaines, des centaines, je dirais presque même des milliers de mélodies qui se sont accumulées, qui font que même à 13-14 ans, j'avais très envie de partager, de faire écouter une chanson. Donc non, c'est vraiment Donc c'est venu de là, en fait. c'est la Donc musique qui m'a amenée à la radio. Et donc c'est déjà comme ça que vous étiez à l'époque, vous aviez envie de montrer à vos amis, à votre famille, à vos proches? À faire écouter à mes copains la phase B de Tel 45 tours. Oui, oui, je passais des après-midi complètes à ne faire que ça, à écouter les disques des autres. Enfin, vraiment, ça a toujours été Et quels comme sont ça. vos souvenirs, vos grands souvenirs d'émotions musicales, si on peut dire, ou de grandes découvertes, de choses qui vous ont marqué, des morceaux que vous pouvez toujours écouter aujourd'hui et qui... Je passe pas mon temps à réécouter des choses qui m'ont marqué parce que globalement, après, on les use. Et si on les use, on ne peut pas ressentir systématiquement la même émotion tout le temps. Il y a plein de chansons clés qui sont forcément liées, comme pour chacun d'entre nous, j'imagine, à l'adolescence, qui est vraiment le moment où on va commencer à émotionnellement être complètement sur les dents et on va capter des choses de façon très très différente que par rapport à l'enfance. Moi, j'essaie de garder ça, en fait. J'ai toujours essayé de garder cette chose qui fait me dire ouah, ça me fait quelque chose. Voilà, Et ça, c'est des émotions que vous avez alors encore aujourd'hui oui, oui, oui. par rapport à des morceaux nouveaux, hein, bien par sûr. rapport à des nouvelles découvertes. Bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a forcément beaucoup de choses que j'ai découvertes à l'adolescence qui m'ont vraiment enthousiasmée et qui font encore partie aujourd'hui de, j'allais dire, ma culture musicale de base la plus forte, parce que c'est ce qui a aussi forgé mon identité. On s'identifiait fort finalement à l'adolescence, à la musique qu'on écoutait aussi. Il y a un exemple Oh, il y a plusieurs exemples parce que c'était toujours, ça part un peu dans tous les sens, mais je sais que les 2 premiers albums de Police, ça a été pour moi vraiment quelque chose de très très fort. Et parallèlement à ça, j'écoutais Godley and Cream, An Englishman in New York, ou Taxi Girl, Chercher le garçon, qui sont vraiment des chansons clés. Je peux vous en citer encore forcément évidemment 250, énormément. mais Ouais. c'est vraiment des chansons clés avec des sonorités parfois un peu différentes, avec des rythmiques ou des phrases, des formulations de phrases musicales très étonnantes, un peu hors solfège, hors choses plus classiques de la forme de la chanson, qui moi m'ont toujours
intéressés, étonnés. Et puis bon, on a été bien servis ensuite dans les années 90 avec toute la musique électronique qui est venue s'immiscer un peu partout pour permettre de découvrir des nouveaux sons. Et puis je suis revenue en arrière sur Pierre Henry, enfin voilà, donc et après ça part dans tous les sens et on a l'impression qu'on n'a jamais fini. Oui, oui. Alors, donc, c'est la musique qui vous amène à la radio. Et comment ça s'est passé, vos premiers pas dans la radio? Comment vous êtes arrivé? Oh, facilement, c'était assez fluide à l'époque. Dans les années 80, il y avait beaucoup de radios associatives, même pas privées, hein, c'était des radios libres. Des radios libres. Donc, il y avait un copain qui faisait une émission, on allait avec lui. Et puis, on faisait une interview un peu bidon, forcément, mais bon. Et puis ça s'est un petit peu professionnalisé. Il y a eu beaucoup de radios qui sont associées avec des journaux locaux. C'était le cas à Verviers avec REV Le Jour qui s'était associé au journal. Donc il y a quand même des journaux. Puis là, j'ai accompagné un copain qui avait une émission de poésie avec sa copine. Et puis j'ai proposé une émission le samedi qui s'appelait Féminin Pluriel, qui était une émission que je faisais en collaboration avec un magasin de vêtements. C'était une émission plutôt féminine. On offrait justement des cadeaux, on écoutait des chouettes chansons. Donc c'était vraiment la grande époque des radios libres. Oui, vraiment. Tout à fait libre pour le coup, hein, parce que vraiment on avait... Qui n'existe plus comme tel aujourd'hui. Il y en a encore, hein, il y en a beaucoup qui ont disparu malheureusement. Oui. Hein, mais... Il y en a encore. Hein. Moi je pense toujours que quand les jeunes gens qui ont envie de faire de la radio viennent me voir en disant qu'est-ce que je dois faire comme étude, je dis, vous faites les études que vous voulez, faites quelque chose qui vous passionne et qui vous intéresse, mais surtout faites de la radio, parce qu'il n'y a qu'un seul moyen d'apprendre à faire de la radio, c'est de faire de la radio. Mais, et bien sûr, il y en a encore, hein, des radios libres, mais il y en a moins qu'à l'époque. Bien sûr, évidemment. Mais alors après, tout ça s'est transformé en réseau, et puis c'est devenu des radios privées, hein, et tout c'est... Donc voilà, et puis moi j'ai un peu suivi ce chemin-là. Puis j'ai passé un casting à la RTBF et j'ai été retenue en fait. Contre toute attente, c'était un casting à l'aveugle. Donc j'ai passé ce casting en février, au 1er mars. Et c'était un casting pour faire de la programmation? Non, c'était un casting pour être la voix de liaison, on va dire, sur la une à l'époque, qui est devenue la première entre-temps, le samedi matin, donc de 6h30 à 13h, pour faire la voix qui allait lier toutes les émissions entre elles. Et j'avais une émission le matin de 6h30 à 8h seule, qui s'appelait Radio Image, suivie de Radio Image Cinéma, présentée par Léon Michaud. Et puis il y avait Faits divers avec Stéphane Dupont. Et je suis vraiment tombée dans une équipe de grands professionnels, alors que moi j'avais 20 ans, 22 ans. Et je n'avais qu'une seule obsession, c'était de travailler à Radio 21, évidemment. Donc je découvrais une autre partie de radio que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai vraiment appris énormément de choses avec ces personnes qui étaient incroyablement précieuses dans ma carrière. C'était difficile de se faire sa place quand on arrive comme ça, qu'on a 20 ans et qu'on est à côté déjà de ces grands professionnels de la radio, ces grands noms de la radio? Non, je ne crois pas que c'est difficile de se faire sa place. Je pense que chacun est à sa place, en fait, en soi. Et que moi, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour les aînés d'une façon générale. Et encore plus là, au début de ma carrière, parce que j'apprenais des choses absolument insensées, même sur le fonctionnement, les enregistrements, les montages, tout ça. Enfin, pour moi, c'était c'est vrai qu'à l'époque, il fallait tout faire. Et il fallait, c'était une vraie école. Ça, par contre, ça n'a pas vraiment changé, si vous voulez. Mais c'est vrai qu'il fallait couper dans des bandes avec des petits autocollants. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on coupe avec une souris sur un ordinateur. Ça facilite quand même légèrement le travail, parce que si on coupe à côté, il n'y a pas de souci de devoir enlever le collant, recouper. Enfin bon, bref, toute une série de choses comme ça. Et ça, je parle que de la partie technique, mais même intellectuellement aussi, ça m'a vraiment beaucoup nourrie et beaucoup aidée. Il y avait aussi Francine Struvet, une programmatrice musicale, voilà, qui m'a beaucoup appris. Et puis ça se passait à Liège, c'était très convivial. Et je pense que le personnel, globalement, était assez accueillant avec les jeunes gens. Et voilà, j'ai appris beaucoup de personnes et je les en remercie. Alors vous disiez, votre rêve, c'était de travailler sur Radio 21, que vous avez finalement pu exaucer, puisque vous avez travaillé sur Radio 21. Oui. Alors, racontez un peu quelle était l'ambiance dans cette radio. Et c'est vrai que Radio 21 est restée un peu une radio comme ça, dont beaucoup sont devenus orphelins une fois qu'elle a disparu. Hein. Oh, peut-être qu'un peu, moi aussi, je ne sais pas. En tous les cas, c'était vraiment une radio absolument incroyable dans sa diversité, en fait. Et en même temps, dans la précision.
c'est quelque chose de très particulier. C'est une radio aussi qui a commencé à exister avant que les radios libres aient beaucoup de place et encore moins les radios privées. Donc quelque part, on peut se dire qu'il y avait un peu le monopole sur une radio musicale. À l'intérieur de la RTBF, je pense que pas grand monde ne donnait de crédit à cette radio. Hein. Je ne pense pas que c'était la radio... Parce qu'elle était vue quoi, de manière pas très sérieuse. C'était un peu des... Voilà, enfin je veux dire, mais bon, c'était après, un peu des rigolos. Quand on sait qui a travaillé dans cette radio aujourd'hui, on se rend compte que c'était des gens d'une qualité absolument incroyable. Je pense à Marc Moulin, je pense à Jean-Pierre Autier. Et puis Marc Isaïe qui maintenant a créé sa chaîne. Et toutes les personnes avec qui j'ai eu l'occasion de travailler là, qui m'ont appris des choses extraordinaires, comme Marc Francard, Taïane et Arnaud Quitelier, qui sont entrés à peu près en même temps que moi. Et puis j'ai beaucoup appris aussi de Soda, de Martine Matagne. C'était des sommités. Quand je suis arrivée là-bas, j'étais encore une fois pleine de respect et pleine d'admiration pour leur travail. Et alors là, pour le coup, j'étais vraiment récompensée puisque je présentais 3 heures d'émission musicale. Ça faisait 15 heures de musique obligatoire par semaine. Donc c'était précisément ce que vous rêviez C'était de exactement faire. ce que je voulais faire. C'était vraiment ce que je voulais faire, oui, oui. Alors justement, comment vous avez vécu, vous, ce moment où Radio 21 a été supprimé, enfin a disparu et s'est en quelque sorte transformé en deux autres radios? Clairement, la musique a fort évolué dans les années 90 et beaucoup de choses neuves sont venues forcément s'immiscer avec des choses plus anciennes. Et on a senti vraiment 2 courants assez différents. Voilà, c'est venu assez naturellement au fond. Et ça a donné effectivement Classique 21 d'un côté et donc Pure FM de l'autre. Une radio plus avant-gardiste, plus à la recherche de la découverte, plus vers les jeunes, vers la curiosité. C'était en tout cas le principe de départ. Et Classique 21, qui était aussi issu d'une émission très connue de Marc Isaïe. Voilà, je crois que c'était 2 projets de chaîne. Et Classique 21, comme Pure FM aujourd'hui, prouve que finalement elles ont leur existence là, c'est vrai. Mais voilà, il faut. Moi je dis. Est-ce que ça valait la peine, enfin, est-ce que c'était cohérent de séparer comme ça, à ce point, ces publics? Alors si on veut regarder les chiffres, c'était cohérent à mon avis. Parce que les chiffres aujourd'hui des 2 radios sont nettement au-dessus de ceux de Radio 21 il y a 10 ans. Donc rien que pour cette raison, on va dire, purement de marketing stratégique, ce ne sont pas des mots très service public, mais il faut appeler un chat un chat. Clairement, le contrat est vraiment tout à fait rempli. Et je pense que, voilà, après, c'est assez compliqué. Moi, j'ai souhaité vraiment travailler sur Pure FM d'emblée parce que j'étais vraiment dans toute cette musique électronique et très précise. J'aimais les choses neuves et j'ai toujours adoré les choses plus anciennes aussi. Mais voilà, je ne me sentais pas du tout encore cette âme de... voilà. Et en même temps, j'ai énormément de respect pour Marc Isaïe. Il le sait d'ailleurs, je l'aime beaucoup. On s'est croisés pendant 10 ans tous les jours, donc on se connaît plutôt bien. Et voilà, mais j'ai eu la possibilité de choisir et j'ai choisi Pure FM. Mais j'ai aussi à un moment donné choisi de quitter Pure FM parce que voilà, c'est une radio jeune. J'étais là un peu comme une grande sœur. En tous les cas, au début, je me sentais un peu comme ça avec les jeunes gens qui travaillaient. Et puis, vous ne vous y êtes plus senti à votre place? Parce que donc Si, maintenant, vous travaillez sur vous officiez plutôt sur la première. Oui, oui. Et vous avez donc fait le choix de quitter Pure FM pour la première. Oui. Parce que Pure FM ne correspondait plus tout à fait à l'esprit dans lequel vous étiez à ce moment-là? Pas du tout. Simplement parce que au début, il fallait bien quelqu'un pour un petit peu guider. Moi, j'ai fait mon travail. J'ai un peu conduit le train comme j'ai pu au début. Puis j'ai essayé de faire en sorte que les choses fonctionnent. J'ai essayé de mettre mon professionnalisme. J'avais quand même déjà de l'expérience à la disposition d'une chaîne toute neuve, toute fraîche, avec des jeunes gens qui débarquaient. J'espère que j'ai pu servir à un moment donné de point d'appui ou de repère. Et puis à un moment donné, ils n'avaient plus besoin de moi. Un enfant qui apprend à marcher, à un moment, il s'en va, il marche tout seul. Donc globalement, je pense que j'ai joué mon rôle là-bas et que j'avais vraiment encore d'autres choses à déployer au sein de la RTBF. Parce que globalement, je me trouvais en fait dans une situation... J'ai commencé à la première au fond. 25 ans plus tôt, c'est vraiment là que j'ai commencé. Je me trouvais là vraiment dans une situation où je me sentais complètement apte et capable à remplir des défis assez différents finalement. Parce que la première est plutôt une chaîne d'information, donc où la musique a plutôt un rôle de bouche-trou ou
globalement, hein, puisque c'est plutôt des émissions d'information avec des invités, C'est l'information, etc. c'est la culture, c'est l'actualité et ça concerne aussi la musique. Alors, Mais est-ce que là, vous n'avez pas justement, vous, un travail à faire en termes de la place, un travail à faire par rapport à la place de la musique ah oui, c'est parce et que de la si, programmation musicale voilà, sur la première? effectivement, si vous dites, si ça vous vient naturellement de dire que sur la première, la musique est un bouche-trou, on a un vrai problème. Et donc, effectivement, il y a des choses absolument à travailler. Et je peux vous assurer que c'est en cours. C'est un travail de très, très longue haleine. Mais vous n'avez pas eu ce sentiment-là? Le sentiment Que la musique était, alors bouche-trou peut-être un mot un peu dur, mais que la musique n'est pas forcément, comment dire, est là plutôt pour remplir les espaces où... Voilà, je sais pas, c'est difficile à dire. Peut-être dans certaines émissions, c'est considéré effectivement, comme vous le disiez, comme un bouche-trou. C'est bien dommage, moi je le regrette parce que je trouve que 3 minutes de musique, c'est un contenu radio absolument Mais est-ce que extraordinaire. vous avez l'impression d'avoir un défi devant vous là par rapport à ça? Ben, moi, ça fait 4 ans que je travaille là sur la première et j'ai toujours mis la musique en avant. Quand j'ai souhaité changer de chaîne, j'ai discuté avec Jean-Pierre Autier, qui était ravi de m'accueillir en disant « c'est bien parce que tu vas remplir une case qui n'existe pas sur cette chaîne ». Parce que quelqu'un qui aime la musique, qui vit la musique, qui a envie de parler de musique et qui présente les disques comme tu le fais, bah, c'est un peu l'héritage de Radio 21, il savait de quoi il parlait, bien sûr, Jean-Pierre. Mais ici, sur la première, il y a peu de gens. Et peut-être ça va donner cette espèce d'impulsion qui va permettre justement d'un petit peu assouplir les choses. Je pense il avait aussi voilà, cette idée-là. Après, la première, c'est la première chaîne du service public en français. Il y a quelque chose d'assez... Voilà, et il y a toute une série de choses qui sont là, qui paraissent être là depuis longtemps. Et puis, il y a des choses qui sont en train de changer. Et la nouvelle direction, Corinne Boulangier, y travaille tous les jours. Alors, revenons sur vos émissions. Mhm. On parlait notamment de Sacré Français, qui est cette émission où vous essayez de faire découvrir des nouveaux noms dans la chanson française. Il y a énormément de choses qui se produisent aujourd'hui. Il y a toutes sortes de canaux de production, que ce soit sur le web. Est-ce que c'est pas beaucoup plus difficile de faire ce travail de défrichage et de découverte aujourd'hui? C'est plus compliqué parce que, effectivement, les maisons de disques, on connaît leurs difficultés, hein. On parlait de l'évolution technique, c'est aussi la disparition petit à petit du CD au profit d'autre chose. Donc, d'autre chose qui n'est pas très matérialisable, donc qui n'est pas rentable aussi, et tout ça pose des problèmes. Je ne vous refais pas toute cette petite histoire, qui n'est pas si petite que ça d'ailleurs. Ce qui fait que clairement, ben, les maisons de disques travaillent plus peut-être autant, les artistes en découverte ou n'en signent peut-être plus autant, enfin voilà. Ça veut pas dire qu'il n'y en a plus, ça veut dire que finalement on dit mais si tout le monde a la possibilité aujourd'hui de se faire connaître, bien sûr, tout le monde peut publier ses chansons, créer une page, un site, mais qui va faire le tri, qui va faire le lien et qui va encore refaire le tri pour amener tout ça vers le public? Bah, globalement, on a moins de propositions des maisons de disques et nous on doit aussi parfois aller chercher selon nos intuitions, nos canaux, nos réseaux, mais pour ça il faut du temps. Et ce temps-là, précédemment, il n'était pas, aussi important, aussi énorme. Donc, je pense que c'est un peu plus compliqué, contrairement à ce qu'on pourrait croire, de parvenir à se faire connaître. Parce qu'on est sur deux choses. On est sur une multitude de possibilités. D'un côté, où on ne sait pas effectivement trop comment faire pour aller choisir quoi. Et donc, pour vous, plus difficile aussi de faire découvrir. Est-ce que vous vous sentez frustré par rapport à ça? Ah non, pas du tout. Parce que la frustration, elle viendrait du fait qu'on ne trouve rien. Ça serait vraiment horrible. Là, je pense que... Ça serait vraiment affreux. Mais on trouve tout le temps des choses, mais il faut vraiment chercher, il faut vraiment aller les. C'est plus difficile de trouver aujourd'hui, paradoxalement. Je suis pas sûre de ça, parce que c'était peut-être pas spécialement plus simple. Quand Sacré Français a débuté, je recevais parfois des CD copiés de mauvaise qualité. Enfin, je sais pas si c'était plus compliqué ou moins compliqué. Je pense que ça l'est, et ce qui est sûr et certain, ce qui moi, disons, me tracasse un peu, c'est que je voudrais qu'il y ait une vraie volonté de mettre en avant les artistes, en l'occurrence, qui s'expriment en français. Et je pense qu'en Belgique, on n'est pas... Veuillez m'excuser. En Belgique, on n'est pas très, très bien lotis dans la mesure où les maisons de disques, elles doivent vendre un maximum de disques pour le
peu, entre guillemets, qu'elles en vendent encore. Et je ne crois pas que la partie francophone du pays soit la priorité des maisons de disques qui ne sont pas spécialement gérées par des francophones. Parfois oui, mais bon, voilà, ce n'est pas vraiment toujours une priorité. Or, il y a des choses qui se passent en France qui ne parviennent même pas jusqu'ici, parce que ce n'est pas une priorité dans le travail ici en Belgique en particulier. Donc là, ça devient un peu lourd, c'est vrai. Mais heureusement, bon, il y a encore des relais avec les labels en France et évidemment, on peut trouver encore les informations, parce que ne pas avoir les disques, c'est une chose, qui ne sortent pas éventuellement ici, c'est une chose, mais ne pas avoir l'information sur le fait que ça existe, ça devient vraiment, par contre, sur le coup, très frustrant. Oui. Alors, on arrive presque au terme de cette émission, mais encore quelques petites choses. Votre émission Sacré Français, est-ce que c'était aussi un sacré défi, ou en tout cas, par période, de dégoter dans tout ce qui se fait dans la chanson française, des nouveautés, et des nouveautés qui correspondaient aussi au type de musique que vous aimez, que vous appréciez, que vous aviez envie de faire découvrir? C'est pas vraiment. En fait, c'est pas aussi compliqué que ça, parce que c'est pas des maths. On ne doit pas trouver quelque chose qui va de 2 à 7 ou qui est vert Parce que et l'ambition, noir. c'était de faire découvrir tout ce qui se passait Le dans meilleur la des chanson tendances française, musicales de la scène francophone. C'est vraiment ça. Alors, je disais au début, de la musique de feu ouvert à la musique de feu rouge, puisqu'on a démarré en même temps que la French Touch. C'est vrai qu'au début, il y avait aussi parfois des choses en anglais, mais qui étaient signées française ou belge, enfin voilà, peu importe. L'émission a évolué sur Radio 21, puis sur Pure FM pour se recadrer. Chaque fois qu'elle a changé de chaîne, car elle m'a suivie, elle s'est évidemment assortie au cadre de la chaîne qui a bien voulu m'accueillir. Mais ce que je disais, c'est pas des maths en fait. Ça veut dire qu'en fait, c'est juste fait par une personne, c'est pas fait par un ordinateur. Et donc, cette personne, c'est toujours moi. Et ça, bien sûr que je change, j'évolue, mais je pense que il y a forcément, je le souhaite vraiment du fond du cœur, peut-être une patte, on se dit tiens, ce truc, c'est Sacré Français, voilà. Parfois les gens me disent oh, j'ai entendu un truc, ça serait bien dans Sacré Français, parce que c'est pop, parce que c'est frais, parce que peut-être c'est en accord mineur, parce que, enfin, il y a plein de raisons, et ça forme un tout. La programmation musicale, ça fait, je sais jamais, 16 ans, 18 ans, enfin bref, ça fait de nombreuses années que l'émission existe, et si on devait mettre toute la programmation musicale bout à bout de cette émission, ça raconterait une énorme histoire, une gigantesque histoire, mais je pense que c'est une histoire qui se tient. Et donc, il n'y a pas des moments où c'est un peu plus, le terrain est un peu plus asséché, un peu plus difficile, il y a un petit creux dans ce qui est produit Non, l'émission n'est pas quotidienne déjà. Donc elle est hebdomadaire et ça fait 2 heures par semaine. Ça veut dire 30 disques. Non, c'est vraiment pas un souci. Ça pourrait presque être tous les jours, je dis, parce que plus il y en a, plus ça donnerait la volonté de les produire, plus ça donnerait la volonté peut-être aux jeunes artistes en herbe de se lancer, plus il y aurait plus il y a de visibilité pour ce genre de choses, et meilleur c'est pour la chanson, pour la musique francophone d'une façon générale. Oui. Alors pour terminer, vous avez des projets ? Oui, on a toujours des projets à la radio. Mais je ne peux pas en parler. Ah, zut. Des projets de nouvelles émissions ? Voilà, des projets de nouvelles émissions. Et donc, je vous donne rendez-vous sur la première, je l'espère, évidemment, au mois de septembre. Et voilà, un petit peu avant ça, peut-être pour avoir plus d'indices. Mais oui, quelque chose qui me tient terriblement à cœur et que je suis vraiment très heureuse de pouvoir, voilà, je touche du bois, concrétiser enfin. Je l'espère vraiment du fond du cœur. En tout cas, je suis folle de joie, très emballée, débordée de travail, mais ravie, vraiment. Voilà, mais ça ne fait que faire monter le suspense. En tout cas, merci Alexandra Vassen. Merci Sabine, merci beaucoup.